Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit. La Commission pour un droit européen de la compliance du Club des juristes vient de rendre son rapport. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Fage, membre de cette commission également, avocat associé chez Latham & Watkins. Bonjour Fabrice. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi est-il nécessaire de créer un droit européen de la compliance? Alors, traditionnellement, le droit de la compliance, en tout cas perçu sous l'angle de la lutte anticorruption, est considéré comme relevant du droit ou de la souveraineté de chaque État. Il nous a semblé cependant nécessaire que la Commission européenne et les institutions européennes s'emparent du sujet plus qu'elles ne le font jusqu'à présent, afin de créer des dispositions communes au sein de chaque État qui permettent une vraie coopération. Pourquoi? Parce que là, le phénomène de corruption est de plus en plus transfrontalier et par conséquent nécessite une coopération souvent entre des autorités d'États différents, en particulier au sein de l'Union européenne. Il nous a donc paru indispensable que l'Union européenne s'empare pleinement du sujet pour créer une harmonie ou en tout cas des éléments qui permettent une coopération au sein de chacun de ces États. Alors une des mesures phares de ce rapport, c'est de créer un paquet anticorruption. De quoi est-il composé? Alors, le paquet anticorruption qui est proposé dans ce rapport du Club des juristes se compose de trois textes principaux, trois directives. La première, c'est une directive qui vise à imposer aux États membres d'être en conformité avec la Convention OCDE de 1997 sur la corruption d'agents publics étrangers. Ça ne devrait pas représenter une grande difficulté ou de forte résistance, puisque la plupart des États de l'Union européenne adhèrent déjà à la Convention. Néanmoins, c'est un élément important, un socle commun. Deuxième texte qui vient compléter le premier, c'est un texte relatif à la répression de la corruption transfrontalière, en particulier dans le secteur privé cette fois-ci. Donc, de permettre ou d'imposer à chaque État de disposer d'une règle au sein de ses dispositions pénales venant réprimer ou permettant à ces juridictions de réprimer des faits de corruption transfrontalier dès lors que ces faits ont un rapport suffisamment étroit avec l'État en question. Et enfin, troisième élément de ce paquet anticorruption, une disposition, une directive permettant ou imposant aussi aux États de disposer pour les entreprises les plus importantes d'un dispositif de prévention et de détection de la corruption. Alors une deuxième mesure phare de ce rapport, c'est d'instituer des clauses anticorruption dans les actes de droit dérivé. Quel est le but recherché? Alors, de la même façon que le paquet anticorruption, la Commission s'est attachée à faire des propositions qui soient à la fois ambitieuses et raisonnables et susceptibles d'être mises en œuvre rapidement. Et donc, parmi ces mesures, il nous a semblé qu'à l'instar de ce que l'on connaît pour l'accès à la commande publique et les marchés publics qui prévoient des dispositions anti-corruption ou spécifiques liées à la probité des entreprises susceptibles d'emporter des marchés, qu'une telle démarche pouvait être entreprise également dans des activités réglementées, sectorielles, d'une part, et puis d'autre part, dans les nouveaux accords commerciaux qui sont conclus entre l'Union européenne et un certain nombre d'autres États. Il nous a semblé que dans le cadre de ces rapports, traités, il était possible d'introduire une disposition de conditionnalité qui imposerait à chacun des signataires de faire un certain nombre d'efforts en matière de lutte contre la corruption, à défaut de quoi il serait possible de revenir sur les avantages offerts par le traité. Une sorte de clause de conditionnalité qui existe dans certains domaines, mais pas encore spécifiquement en matière de lutte anticorruption. Alors avec ces propositions qui figurent dans le rapport de votre commission, est-ce que l'Union européenne sera suffisamment armée pour lutter contre l'extraterritorialité du droit américain?
Alors Arnaud, je ne sais pas s'il s'agit de lutter contre l'extraterritorialité du droit américain, mais vous avez raison, la lutte anticorruption ayant horreur du vide, notre analyse est la suivante. Si l'Union européenne et les États de l'Union européenne ne disposent pas d'instruments suffisamment forts pour lutter contre la corruption, d'autres le font à leur place. Et c'est l'expérience qui avait aussi conduit d'ailleurs à l'introduction en droit français de la loi Sapin II. Et c'est l'expérience partagée au sein de la Commission de la mise en œuvre de ce texte Sapin II qui nous renforce dans cette conviction. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez des autorités nationales qui sont crédibles, à la fois pour poursuivre, éventuellement pour mettre en place des programmes de conformité qui sont crédibles et qui sont reconnus sur un plan international, à ce moment-là, il est possible de coopérer au sein de l'Union européenne et ainsi qu'avec des autorités en dehors de l'Union européenne, comme les autorités américaines, ce qui permet à chacun de prendre sa place dans le cadre de cette lutte anticorruption et sa juste place. Alors justement, vous avez évoqué la loi Sapin II. Dans une autre partie de ce rapport, vous proposez d'achever le modèle de lutte anticorruption donc institué par la loi Sapin II. Quelles sont les principales propositions ? Alors effectivement, la première partie du rapport est consacrée à l'examen des effets d'entrée en vigueur de ce dispositif Sapin II qui comprend une série de dispositions, à la fois son article 17 sur le programme le dispositif de prévention et de détection de la corruption, mais pas seulement. On a également le dispositif d'alerte, on a également l'introduction de ce qui est une innovation en droit français, la Convention judiciaire d'intérêt public, CJIP. Tout à fait, ainsi que des dispositions relatives au lobbying et aux représentants d'intérêt. Et donc, le constat réalisé au sein de ce groupe, c'est qu'à l'issue d'une série nombreuse d'auditions, de nombreux intervenants en matière de compliance, c'est que d'une part, ces outils ont montré leur efficacité jusqu'à présent et sont globalement satisfaisants, de telle sorte que l'idée n'est pas de changer ce qui existe et qui est relativement récent, mais plutôt de l'améliorer. Donc on a travaillé sur ces pistes d'amélioration. Il y en a un certain nombre qui figurent dans le rapport. Je reviendrai peut-être sur deux. La première, c'est la Convention judiciaire d'intérêt public. On a eu un débat. Alors, la plupart si ce n'est pas la totalité des personnes auditionnées et des membres du groupe de travail ont considéré que le bilan était tout à fait satisfaisant, voire très satisfaisant de cette convention. Et donc se posait assez naturellement la question de son extension. Alors, d'une part, aux personnes physiques, puisque vous savez qu'elle ne concerne que des personnes morales. Il y a eu un débat et il a été considéré qu'à ce stade... alors il y a eu un débat pourquoi d'abord parce que d'une part, lorsque les personnes physiques ne sont pas concernées, ça peut être un ralentissement ou un frein à la participation de la personne morale, d'une part, et puis d'autre part, parce que ça soulève quand même un certain nombre de questions lorsqu'une personne morale transige, même sans reconnaître sa culpabilité, et que cela laisse de côté des personnes physiques, ça peut soulever pas mal d'interrogations du point de vue notamment des droits de la défense. Il a cependant été considéré de part et d'autre que c'était peut-être un peu tôt pour aller dans cette direction. En revanche, nous avons privilégié la recommandation consistant à étendre les domaines d'application de la Convention judiciaire d'intérêt public, qui pour l'instant concerne des domaines d'anti-blanchiment, de corruption, de fraude fiscale, mais devrait être étendu, selon nous, à d'autres infractions économiques susceptibles de concerner des personnes morales. Pourquoi ? Parce qu'elle a montré son efficacité de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on avait une sorte d'accord de ce point de vue-là entre les autorités de poursuite et les avocats participant à nos travaux sur
l'efficacité du dispositif et sa mise en œuvre de façon satisfaisante, avec évidemment des pistes d'amélioration. Mais ça nous a donc conduit à proposer l'extension dans d'autres domaines. Et je signale d'ailleurs que, y compris en matière de droit de l'environnement, qu'un projet de loi est actuellement en discussion. Oui, sur le parquet européen voilà. et la justice spécialisée, et qui a déjà étendu le domaine de la CJIP. Exactement. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas de plus ou moins sanctionner, c'est de sanctionner différemment, ou en tout cas de traiter des dossiers différemment. Et votre deuxième point, donc sur l'amélioration de la loi Sapin 2 ? Et je dirais simplement un dernier mot là-dessus, avant de passer à ce deuxième point, c'est on a constaté par exemple dans l'expérience de l'AMF et de la composition administrative, qui au départ était partie sur un périmètre relativement restreint en 2010 et qui a été étendu dès 2016, que ça fonctionne bien. Et donc, il y a d'ailleurs d'autres autorités qui devraient se doter de cette capacité à négocier et à signer ce type d'accord. Alors maintenant, j'en reviens, Arnaud, désolé, au second aspect. C'est la question du registre des représentants d'intérêt. Là, le texte, alors en dépit des efforts pédagogiques indéniables de la haute autorité qui est en charge de l'application de ces textes, donc le registre des représentants d'intérêt, il faut constater, et je pense que là aussi c'est un constat largement partagé, que la réglementation est complexe et source d'insécurité juridique, et probablement nuit aussi à la transparence qu'elle recherche pourtant, et donc il serait probablement une bonne chose que de viser à modifier ces textes pour les recentrer sur ce qui est essentiellement le rôle des représentants d'intérêt, afin de clarifier et de sécuriser juridiquement les acteurs. On va conclure là-dessus. Merci Fabrice. Merci Arnaud. Merci à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.